Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on se plonge dans L'amant de Marguerite Duras, un récit incandescent sur la liaison entre une adolescente française et un riche chinois dans l'Indochine des années 30. C'est un texte qui brouille absolument toutes les pistes, oui. Entre la mémoire, la fiction, l'amour, la survie. Et au cœur de tout ça, il y a cette figure de la jeune narratrice et une question qui nous hante un peu tout au long de la lecture. Exactement. Et cette question, c'est celle de son rôle véritable. Est-ce qu'on doit la voir avant tout comme une victime, écrasée par sa famille, par le système colonial, ou est-ce qu'elle est au contraire l'architecte de sa propre transgression? C'est vraiment le nœud du livre. L'attention est là à chaque page. Pour ma part, je suis convaincu qu'elle est bien plus qu'une victime. Je vais défendre l'idée qu'elle est une agente de son propre destin, qui se sert de cette relation comme d'un outil de rébellion. Et de mon côté, je pense qu'on ne peut pas la lire autrement que comme une victime. Ses choix n'en sont pas vraiment. Ils sont dictés par un contexte de pauvreté et de violence qui la dépasse complètement. Alors pour moi, tout commence par une image, une décision, la scène sur le bac du Mékong. Elle ne subit pas, elle se met en scène. Elle choisit de porter ses chaussures en lame et or et, surtout, ce fameux chapeau d'homme en feutre rose. Elle le dit elle-même, c'est une ambiguïté déterminante. Ce n'est pas une tenue d'enfant innocente, c'est un costume. Un costume pour provoquer le destin, pour attirer le regard. Elle a une lucidité féroce sur elle-même quand elle écrit « Très vite dans ma vie, il a été trop tard ». À 18 ans, elle se voit déjà un visage dévasté. Cette conscience aiguë de sa condition, ce n'est pas celle d'une victime passive. C'est ce qui lui permet de saisir l'opportunité. Je comprends cette lecture, vraiment, mais elle me semble passer à côté de la violence de sa réalité. Parler d'agentivité, de choix quand on a 15 ans et demi et qu'on vit dans une misère pareille, ça me paraît presque cruel. Sa mère est au bord de la folie, son frère aîné est un voyou sadique. Le texte est d'une clarté terrible là-dessus. La famille est si brisée que la mère, loin de la protéger, la pousse dans les bras de cet homme, pour l'argent. Duras raconte cette scène où la mère comprend en voyant le chapeau et l'argent et où elle sourit. Ce n'est pas un choix, ça, c'est une condamnation. Et puis il y a le contexte colonial, qui n'est pas un détail, une jeune blanche pauvre avec un chinois riche. Ce n'est pas une relation d'égal à égal. Ce qu'on prend pour de la volonté, pour moi c'est un mécanisme de survie. C'est tout ce qui lui reste. Mais revenons à cette image sur le bac, parce qu'elle est fondamentale. Vous y voyez des marqueurs de pauvreté, et c'est vrai, mais j'y vois surtout un acte de création. Elle dit de ce chapeau qui me fait tout entière à lui seul, je ne le quitte plus. Ce n'est pas rien comme phrase, c'est une déclaration d'identité. Elle s'habille pour se distinguer, pour se créer un personnage qui peut affronter le monde. Elle sort de son statut de petite blanche pour devenir cette figure ambiguë, insaisissable. Il ne peut pas isoler cette phrase de son contexte. Juste avant, elle précise d'où viennent les chaussures. Des soldes que ma mère m'a achetées. Ce ne sont pas des objets de luxe, ce sont les restes d'une autre vie, des symboles de sa précarité qu'elle essaie de transformer. Pour moi, ce chapeau et ces chaussures usées ne sont pas le signe d'un pouvoir, mais le reflet d'une identité fracturée, bricolée. C'est de la débrouille, pas de la stratégie. Elle se raconte une histoire de puissance, quoi. Je ne suis pas d'accord. Le pouvoir, il ne réside pas dans l'origine des objets, mais dans l'usage qu'elle en fait. C'est un geste presque alchimique. Elle prend le plomb de sa misère pour en faire l'or de la séduction. C'est une réappropriation. Elle refuse d'être définie par sa pauvreté, alors elle la met en scène, elle la transforme en un style, elle prend le contrôle. Ou alors elle est tellement aliénée qu'elle n'a plus que ça. Elle se crée un personnage parce que son vrai moi, celui de l'enfant maltraité, est trop insupportable à habiter. C'est peut-être moins un acte de pouvoir qu'un acte de dissociation, une défense psychique. Ce qui nous amène d'ailleurs à la question de l'argent. Exactement. Et c'est là que son pouvoir devient tangible. C'est elle qui ramène l'argent à la maison. C'est elle qui le pose sur la table. Ce simple geste, c'est une révolution. Elle renverse l'ordre établi. Dans cette famille toxique dominée par le frère violent, elle devient soudain celle dont tout le monde dépend. Ce n'est plus la petite fille, c'est le centre économique de la famille. C'est une transaction qu'elle assume avec une lucidité glaçante. Elle le dit à son amant qu'elle est là pour l'argent. Ce n'est pas une confession honteuse, c'est l'affirmation des termes du contrat. Mais cette narration, c'est un mensonge qu'elle se fait à elle-même, non? Le fait que la famille accepte l'argent est justement la preuve ultime de son exploitation. Sa mère et ses frères deviennent ses proxénètes silencieux. Le texte ne décrit pas une scène de pouvoir, il décrit une scène d'humiliation absolue. Ces dîners où l'amant est là, traité comme un pestiféré, où l'argent est posé dans une soucoupe. C'est d'une violence inouïe.
Ce n'est pas de la subversion, c'est de la honte, le silence qui entoure une transaction inavouable. Je vois la violence de la scène, bien sûr, mais je vois aussi la place qu'elle y occupe. Elle est au centre de cette tension. Et sa lucidité, vous ne pouvez pas la nier. Quand elle dit à son amant qu'elle ne peut pas l'aimer parce qu'il est chinois, elle ne fait que nommer la réalité raciste de la société. Elle refuse l'hypocrisie. Il y a une forme de courage là-dedans, non? J'appelle ça la lucidité du prisonnier qui connaît parfaitement les barreaux de sa cellule. Ça ne le rend pas libre. Cette clarté est une façon de supporter l'horreur. En disant « je suis là pour l'argent », elle crée une distance, elle se protège, elle intellectualise sa propre prostitution pour ne pas sombrer. C'est tragique, ce n'est pas une prise de pouvoir. Et ça pose la question la plus complexe, celle du désir. Peut-on même parler de désir dans un tel contexte? Je pense qu'on le doit parce que le texte lui-même nous y force. Il est saturé de l'exploration de son propre désir. Elle parle de jouissance. Elle décrit une curiosité intense, charnelle, intellectuelle pour cet homme. Elle n'est pas passive. Il y a cette phrase incroyable. Je me demande comment j'ai su avec force et détermination, comment je suis arrivé à aller jusqu'au bout de l'idée. Force et détermination. Ces mots ne sont pas ceux d'une victime qui subit. Ils suggèrent une volonté, une décision. Mais quel est ce désir? Est-ce le désir pour cet homme ou le désir d'échapper à l'enfer? On ne peut pas les séparer, son désir est contaminé par son besoin de fuir. Comment parler de consentement libre à 15 ans dans une telle détresse? Le texte est aussi rempli de sa peur et de la peur de l'amant. Il l'appelle l'enfant. Leur relation est hantée par la tristesse, par la mort. Ce n'est pas l'épanouissement d'un désir mutuel, c'est une transaction de survie qui prend la forme du sexe. Mais c'est le regard de l'adulte qui écrit qui nous donne cette version. Duras, des décennies plus tard, choisit de ne pas se dépeindre comme une simple victime. Elle insiste sur cette part de volonté. En faisant ça, n'est-ce pas une manière de refuser que son histoire soit réduite à un simple abus? Elle se réapproprie le récit. C'est un point essentiel, ça. Elle tient la plume, oui, et elle reconstruit son souvenir. Mais cette reconstruction ne change pas la nature des faits qu'elle décrit. L'acte d'écrire est une tentative de donner un sens a posteriori à un chaos traumatique. Mais ça ne veut pas dire que la jeune fille de 15 ans avait le contrôle. Ça veut dire que l'écrivaine de 70 ans en a besoin pour survivre à son propre souvenir. Il faut distinguer l'expérience vécue et la narration qu'en fait l'adulte. L'adulte a l'agencivité, l'enfant, elle, subissait. Bon, pour résumer ma position, je reste persuadé que même dans ce contexte terrible, la narratrice fait preuve d'une agentivité stupéfiante. En se créant un personnage, en utilisant l'argent, en explorant son désir, elle refuse le rôle de victime. Elle est dans une lutte constante pour exister. Et l'écriture de l'amant est l'acte final de cette prise de contrôle. Transformer la douleur en une œuvre d'art. C'est l'affirmation ultime. Pour ma part, cette lecture minimise la violence des structures qui l'oppriment. Je maintiens que ces actions sont des stratégies de survie, pas des choix libres. La pauvreté, la violence familiale, le racisme colonial, voir de la rébellion là-dedans, c'est risquer de romantiser une situation d'exploitation profonde. Elle a survécu, c'est un miracle, et son témoignage est d'une force inouïe. Mais elle a survécu en tant que victime. Il est évident que le texte est conçu pour résister à toute interprétation simpliste. Cette tension permanente entre le fait d'être sujet de sa propre vie et objet de force qui nous dépasse, c'est peut-être ça le cœur de ce que Duras explore. Absolument. Et le matériau nous laisse avec cette question insoluble. La vérité de cette histoire, finalement, n'est peut-être pas dans les faits, mais dans la manière dont la mémoire les reconstruit. L'acte d'écrire est peut-être le seul endroit où la victime et l'agente peuvent enfin coexister, formant un tout complexe et indissociable. Il reste tant